Bonjour à tous. Alors, je remercie tout particulièrement aujourd'hui l'ORS, donc l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, qui a organisé en partenariat avec l'ADERS cette table ronde auquel vous assistez aujourd'hui et qui est sur un sujet actuel, mais pas à la mode, qui est effectivement aujourd'hui la finance, le nouveau Graal, la nouvelle frontière de la responsabilité sociale des entreprises, qui occupe non seulement les chercheurs, les enseignants-chercheurs d'un point de vue académique, qui partagent depuis hier toute leur communication et recherche sur ce terrain-là, mais également l'ORS depuis un certain nombre de mois, qui a participé notamment au groupe Finance for Tomorrow, F4T, et qui s'est investi dans ces travaux, qui a monté également un groupe de travail sur ces questions et qui ouvrira notamment dans le second semestre 2022 des travaux sur cette question de la finance d'impact. Mais nous avons la chance de recevoir un certain nombre d'invités. Alors pas simplement du monde financier, c'est-à-dire du monde des établissements de crédit, de la finance proprement dite, mais également des entreprises non financières qui se rejoignent, puisque le débat, ce sont les paradoxes de la finance durable et responsable. Est-ce que c'est une opposition, une concurrence, ou au contraire, les deux fleuves qui se rejoignent, ou les deux rives d'un même fleuve qui finalement aujourd'hui convergent sur ce sujet-là? Alors l'ADERS, c'est l'Association pour le développement de l'enseignement et de la recherche en matière de RSE, qui depuis des années, en partenariat avec l'ORS, pas simplement pour le prix de thèse qui aura lieu tout à l'heure en fin de matinée, partage effectivement des travaux côté ORS, c'est-à-dire côté entreprise, et côté ADERS, côté enseignant-chercheur. Alors, pour l'ORS, l'implication, à la demande de la ministre Olivia Grégoire, l'association, effectivement, a constitué un certain nombre de groupes de travail. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir la présidente de l'ORS, Hélène Valade, qui est, depuis janvier 2020, la nouvelle directrice du développement environnement de LVMH, mais qui, au préalable, était également à la direction du développement durable de Suez. Aujourd'hui, Hélène Valade nous parlera effectivement à la fois des travaux de l'ORS, mais en tant que directrice chez LVMH, de son témoignage d'entreprise. Nous avons également la chance d'avoir Gilles Vermeaux-Desroches, qui a rejoint Schneider Electric depuis 1998 et qui est directeur du développement durable de cette entreprise. Et après un certain nombre d'expériences, notamment dans les ministères, est à l'origine des principes de responsabilité du groupe, de l'adhésion au Pacte mondial des Nations Unies et qui a créé un outil de mesure de la performance du développement durable chez Schneider Electric. Et aujourd'hui, au-delà de l'engagement, c'est bien ces instruments de mesure qui nous préoccupent sur la finance responsable et durable. Et en plus de ses responsabilités, c'est Schneider Electric, il est membre du conseil d'administration du Forum français des amis, à la fois de l'ORS, de l'Observatoire social international et du comité scientifique de l'IMS, Entreprendre pour la Cité, maître de conférence à Sciences Po, donc bienvenue chers collègues, parmi nos murs. Nous aurons également Nathalie Layani, qui est diplômée de l'Université Paris-IX Dauphine, à l'Institut également des hautes études internationales de Genève, et qui aujourd'hui consacre ses travaux aux affaires européennes, à la fois comme assistante parlementaire d'un député européen, et qui est chargée avant et qui occupe maintenant, si je ne me trompe pas, différentes fonctions, et qui a réintégré le groupe Caisse des dépôts et consignations en 2019 comme directrice de la politique du développement durable de ce groupe. Voilà. Votre parcours est suffisamment brillant et long pour que je m'y perde. Mais bravo. C'est bien résumé. Vous y reviendrez de toute façon dans votre témoignage également. Nous avons également la chance d'avoir Tanguy Claquin, qui est responsable mondial de la sustainabilité et membre du comité de direction chez Crédit Agricole CIB, et qui lui aussi, collègue, parce que doctorat en climatologie, un début de carrière dans le conseil et la gestion financière du risque, vous avez fondé l'équipe de conseil en finances sociales et environnementales de CACIB en 2009. Aujourd'hui, vous êtes co-chair des Green Bonds Principes que vous avez coécrit et cofondé en 2014, et vous avez été un des membres du Technical Expert Group de la Commission européenne qui a rédigé la première version des critères techniques de la taxonomie européenne et des Green Bond Standards, et qui fut l'un des membres fondateurs de la Finance for Tomorrow,
l'initiative de la place de Paris pour la finance durable, dont nous avons parlé également hier dans la première table ronde avec les acteurs de la finance durable. Pour honorer cette table ronde, Philippe Dessertine, professeur à l'IAE Paris, également dirigeant de l'Institut de la haute finance, nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui pour, on va dire, co-animer cette table ronde et commencer aujourd'hui par introduire le sujet sur la finance à impact, levier d'un changement de modèle économique, social et politique. Alors Philippe, j'ai repris ton livre. Tu nous dis que la finance, c'est l'unique levier, l'exclusif levier, et peut-être même dans l'histoire de l'humanité, le seul qui permet véritablement une révolution. Depuis des années, nous espérons changer de paradigme avec la RSE, et tu nous expliques dans cet ouvrage que finalement, la solution, c'est la finance. Et tu fais plusieurs chapitres sur la question, en expliquant que finalement, avec la RSE, nous sommes peut-être trompés d'échelle, et que c'est le changement d'échelle qui nous permet aujourd'hui de considérer que les impacts dans la finance durable peuvent contribuer à rendre finalement les entreprises financières ou non financières responsables. Je te cite sur ton tout premier passage de l'ouvrage. C'était en janvier 2020, il y a une éternité. La transition énergétique était l'expression magique, celle qui semblait contenir les solutions à cette terrible angoisse qui tenaillait désormais l'humanité tout entière, le dérèglement climatique. Ce n'était pas vrai. On le sentait confusément. La transition énergétique, même rapide, même radicale, ne suffirait pas. Il fallait plus, beaucoup plus pour permettre à une population mondiale de 8 milliards d'individus d'espérer en l'avenir. Il fallait un changement complet de modèle économique. Il fallait un modèle qui concilie croissance pour tous, surtout pour les plus pauvres, prospérité et développement durable. Un tel modèle était utopique, les jeunes générations désespéraient. C'était en janvier 2020. Qu'en est-il en 2022, Philippe? À toi la parole. Merci beaucoup Isabelle. Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous tous d'avoir accepté de venir à cette table ronde ce matin. Oui, Isabelle, alors peut-être quand tu dis que je disais que la finance était la seule solution, je crois que vraiment il faut être très clair, la finance est juste un moyen. Il ne faut jamais lui donner plus de pouvoir que ça, mais c'est un moyen en effet aujourd'hui qui est avec une force considérable et qu'il s'agit de concentrer sur l'objectif principal qui est de proposer à la planète entière un modèle de développement durable. Et je crois que vraiment, lorsque l'on évoque cela, on peut parler bien sûr des deux options que nous pouvons avoir et que nous entendons aujourd'hui, et d'ailleurs dans le monde académique, et dans le monde financier, et aussi dans le monde politique, c'est-à-dire une logique dans laquelle on dirait nous sommes obligés de contracter notre mode de fonctionnement. On a utilisé beaucoup le terme de décroissance, en disant nous devons réduire à tout prix les gaz à effet de serre, nous devons réduire la façon dont nous fonctionnons, notre consommation, et donc il n'y a pas d'autre solution que de rentrer dans une phase de décroissance. Et puis peut-être une autre logique qui est celle dans laquelle j'ai tendance effectivement à m'inscrire, de dire nous devons inventer une autre croissance, une croissance totalement différente dans laquelle nous aurons la possibilité de proposer quelque chose de nouveau et on va dire quelque chose dans l'ordre du changement du mode de vie de l'humanité tout entière, avec évidemment derrière des critères de croissance, des critères de performance, et là on voit à quel point très très vite on arrive sur des questions financières qui seront radicalement différentes. Pourquoi je m'inscris plutôt dans cette deuxième logique ? Parce que je crois que la question de décroissance est quelque chose d'inaudible aujourd'hui pour l'ensemble des pays pauvres. Et je crois vraiment qu'il faut rappeler à quel point la planète actuellement est évidemment confrontée à une problématique majeure de dérèglement climatique, mais elle est confrontée aussi
à une inégalité absolument insupportable, qui est l'inégalité reflétant la différence de niveau de vie. D'ailleurs, elle est exactement, on va dire, corrélée. C'est l'espérance de vie. Et c'est un élément sur lequel je développe beaucoup dans le livre en disant la démographie et tout ce qui va avec la démographie est aujourd'hui le facteur explicatif majeur de ce qui se passe actuellement du point de vue mondial. Lorsque le pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria, a une espérance de vie moyenne de 54 ans et que nous avons en France une espérance de vie moyenne de 80 ans, nous ne pouvons parler au Nigeria comme à tous les pays, et je pourrais parler de l'Inde qui a une espérance de vie de 72 ans, nous ne pouvons leur parler de décroissance, c'est-à-dire finalement de possibilités de pause, voire même de retour en arrière, lorsque même sont avec une situation dans laquelle ils attendent, ils veulent quelque chose qui soit comparable à notre mode de vie. Et je crois que le mode de croissance que nous devons envisager est d'abord l'espérance de vie à 80 ans pour la planète entière. Et ça, c'est, à mon sens, la grande responsabilité de notre génération. Nous ne pouvons pas dire autre chose. Et à Glasgow, lors de la COP26, c'est le message implicite qu'on a sans arrêt entendu de la part notamment de ces pays, on va dire, qui ont une faible espérance de vie, donc qui ont un faible niveau de PIB. Sans arrêt, l'idée était de dire le modèle n'est pas simplement que l'Occident, à 80 ans d'espérance de vie, propose un mode de fonctionnement différent de lui-même, mais qu'il propose à l'ensemble de la planète quelque chose qui permette d'espérer à tous les enfants du monde d'avoir une espérance de vie à 80 ans, là où ils sont, là où ils habitent, avec évidemment quelque chose qui nous permette aussi le développement durable. Donc je crois que vraiment, vous voyez, dans la responsabilité que nous avons aujourd'hui, de proposer un modèle différent, il y a cette responsabilité universelle. Et là encore, les pays riches ont bien sûr une responsabilité majeure dans le dysfonctionnement que nous connaissons aujourd'hui. Et nous, Français, même si nous pouvons considérer que nous avons finalement des émissions de gaz à effet de serre faibles grâce à l'énergie nucléaire, nous sommes néanmoins avec des émissions de gaz à effet de serre infiniment supérieures à celles que l'on peut avoir dans une infinité de pays pauvres. Et je crois vraiment que ça, bien sûr, c'est une responsabilité que tous les Occidentaux doivent avoir à l'esprit. Donc cela signifie quoi ? Cela signifie que lorsque nous sommes en train de réfléchir au modèle de développement durable, ça doit être, oui, en effet, un modèle dans lequel nous ayons et des perspectives de croissance pour l'ensemble de la planète et bien sûr la responsabilité des pays riches pour proposer ce modèle à l'ensemble du monde. Vous voyez évidemment derrière que cela signifie aussi que beaucoup de questions politiques qui sont sous-jacentes en ce moment, soit à notre campagne, soit aux débats politiques mondiaux, se retrouvent aussi, de mon point de vue, immédiatement réglées. C'est-à-dire qu'il est hors de question de dire nous démondialisons, nous nous fermons, nous partons chacun dans notre coin parce que, vous comprenez, c'est trop compliqué de fonctionner ensemble. L'Occident se doit de continuer d'avoir une ouverture totale, et ce sera le cas également de la Chine, pour simplement sa responsabilité par rapport au passé et sa responsabilité par rapport au futur. Alors je crois que par rapport à cela, ça signifie aussi que l'on doit avoir une perspective très claire de l'investissement à réaliser. L'investissement pour changer de modèle est considérable. Considérable dans nos pays, considérable à l'échelle du monde. Et lorsqu'on parle d'investissement, c'est là où on parle de finance. La finance, c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, c'est un moyen, on va dire, c'est un élément aveugle qui va aller là où on lui dit d'aller. La finance, c'est consacrer nos moyens à un changement de modèle à l'échelle planétaire, initié par l'Occident parce que l'Occident a la richesse et donc a la capacité d'investir aujourd'hui, mais qui doit être envisagé à l'échelle planétaire immédiatement et non pas évidemment par phase comme on a pu le connaître au moment de la révolution industrielle. Donc il me semble que ce message, et je le répète, au fil des COP, que les uns et les autres nous connaissons peut-être, mais au fil des COP, on sent de plus en plus que cet élément est important. Et il est évident que quand, dans la COP dernière, la COP 26, nous avons des discussions compliquées pour savoir si l'Occident va pouvoir consacrer 100 milliards d'investissements dans les pays, je dirais, qui n'ont pas les moyens justement d'investir massivement, 100 milliards. Alors qu'aujourd'hui, la finance mondiale, c'est 300 000 milliards de dettes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point, lorsque nous sommes en train de dire « Ah oui, mais ça va être compliqué, c'est pas sûr qu'on y arrive, on va peut-être arriver à un accord », à quel point ce type de discussion est totalement inaudible.
Et quand je dis inaudible, on pourrait même dire qu'il est cynique, voire même qu'il est complètement irréaliste par rapport à la question du dérèglement climatique et de la révolution à mettre en place. C'est très clair. Nous devons consacrer 300 000 milliards de dollars aujourd'hui au développement durable, puisque c'est la ressource dont dispose l'humanité en matière financière. Nous l'avons aujourd'hui, nous devons la diriger vers l'ensemble du monde. Et je crois que ça, c'est évidemment le changement majeur de paradigme que nous devons avoir à l'esprit. Alors, évidemment, quand on est en train de dire ça, on peut dire « Ah, mais c'est totalement utopique, c'est bien joli, mais on ne va jamais le faire ». Et là, bien sûr, nous avons peut-être ce qui se passe en Europe et qui peut commencer à correspondre à quelque chose de passionnant de ce point de vue, puisque l'Union européenne, on va dire, a commencé d'intégrer cela. Et c'est vrai qu'évidemment, quand on dit commencer, je parle de l'Europe au sens large, je parle de l'Union européenne, on ne peut pas faire l'impasse sur, je disais tout à l'heure, les deux approches, celle de la décroissance ou celle d'une croissance nouvelle, complètement différente, mais très forte, proposée au reste du monde. Vous avez toujours une troisième vision du monde qui est le déni, qui est de fait de dire qu'en réalité, le dérèglement climatique soit ne nous intéresse pas, soit n'existe pas, soit de toute façon, je dirais, n'impacte absolument pas mon mode de fonctionnement. Il faut être là aussi, à mon avis, très clair par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans l'Est de l'Europe. Nous sommes dans un déni absolu des urgences de la planète. Lorsque nous sommes dans des périodes d'invasion, des périodes de guerre, des périodes, on va dire, d'utilisation d'ailleurs de la finance de l'énergie fossile pour des perspectives de conquête, nous sommes juste dans une erreur historique absolument majeure. On se trompe de siècle, on se trompe d'époque, on se trompe de développement. Donc là, quand on parle de l'Europe, évidemment, nous devons être modestes parce que nous avons ces erreurs sur notre propre continent. Et quand on dit des erreurs, vous comprenez bien à quel point je mets derrière le terme un contenu absolument tragique. Malheureusement, l'Europe a été coutumière des erreurs tragiques, on va dire, tout au long du XXe siècle et qu'elle semble réitérer au XXIe siècle. Alors, lorsque j'évoquais l'espoir de l'Europe, donc c'est peut-être effectivement ce que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est un mot qui commence à être entendu. Et nous avons eu hier une audition au Parlement français, notamment de l'industrie d'armement, qui nous a montré à quel point d'ailleurs ça posait problème, qui est le mot de taxonomie. Le mot de taxonomie est absolument passionnant parce que derrière, c'est une démarche extraordinaire. Et quand je parle je dirais, de la réaction, c'était la réaction du directeur général de Marcel Dassault, disant qu'il n'en pouvait plus justement des exigences de Bruxelles sur la question verte, en disant qu'il faut qu'on fasse une pause là-dessus. Donc je vous dis au passage, c'était hier au Parlement français. Lorsque nous regardons la taxonomie, c'est effectivement une évolution extraordinaire du point de vue de l'Europe qui a décidé qu'il n'y avait plus la possibilité d'attendre. Que là, les rapports du GIEC que nous connaissons tous, effectivement, qui sont aujourd'hui relativement peu contestés ou plus contestés, montrent que nous sommes en urgence et dans une urgence accélérée. C'est la raison pour laquelle le terme de transition, par exemple, à mon avis, est un terme aujourd'hui impropre parce qu'il laisse l'idée que nous avons du temps. Le terme énergétique, à mon avis, ne suffit pas, puisque nous sommes bien dans un changement de modèle complet. Donc là, effectivement, lorsque on regarde la taxonomie, on voit quoi? On voit que l'Europe assume cette posture, en disant « nous sommes dans une logique blanc-noir », ou plus exactement vert-noir. Soit nous sommes en développement durable, soit nous ne finançons plus. C'est clair, c'est-à-dire en disant il n'y a plus la possibilité aujourd'hui de disserter ou de regarder comment on va concilier, on va faire des moyennes, etc. C'est en disant nous consacrons tous nos efforts, les 300 000 milliards vers uniquement un modèle de développement durable à l'échelle mondiale. Il n'y a pas le choix. L'Europe est dans cette logique-là, et cette logique, effectivement, commence à interpeller le monde économique, parce qu'on se rend compte à quel point elle est radicale, à quel point avoir des impacts, je commence à y arriver, sur, je dirais, le mode de fonctionnement, non seulement des prochaines décennies, mais même des prochains mois. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, on commence à voir se succéder à Bruxelles les lobbies les uns après les autres, et ne voyez absolument pas derrière un terme péjoratif, parce que chaque activité arrive en disant « Oula, mais j'y avais pas pensé. En fait, attention,
Moi, maintenant, je commence à comprendre ce que veut dire la taxonomie. Je voudrais que vous m'intégriez là-dedans. Bon, c'est comme ça qu'on a eu ces discussions autour du nucléaire, autour du gaz, et pour reprendre l'intervention très, très en colère froide, mais en colère de Marcel Dassault hier, enfin du groupe Marcel Dassault, l'armement était, il y a 10 jours, à Bruxelles, pour voir comment l'armement, en tant que défenseur des libertés et de la démocratie, pouvait être intégré dans la taxonomie, c'est-à-dire dans la logique de développement durable. On est d'accord que lorsqu'on regarde les ODD, les 17 ODD qui ont été, je dirais, les bases de l'accord de Paris en 2015, si on arrive à faire entrer l'armement, bon, on va dire on est quand même effectivement avec une taxonomie vraiment très large. Donc, enfin, les événements actuels, évidemment, nous poussent à réfléchir, à regarder qu'est-ce que ça signifie, comment on l'envisage. Mais je crois que là, on est vraiment avec quelque chose de complètement nouveau. Peut-être, à côté de ces éléments, il faut rajouter dans le monde financier, puisque c'est celui qui nous intéresse, comme tu disais, Eric, tout à l'heure, la réglementation SFDR, qui est aussi une réglementation européenne, qui est extrêmement importante, là aussi, et qui est un modèle qui commence à s'imposer dans le monde financier. Nous allons apprendre à connaître les articles 6, les articles 8, les articles 9, c'est-à-dire quels sont les types de produits financiers que nous mettons sur le marché, comment on les finance, et quels sont derrière les indicateurs qui vont permettre de légitimer le classement. C'est-à-dire toujours pareil, j'ai l'indicateur, je suis financé, je n'ai pas l'indicateur, je ne suis plus financé. Là, je suis en train de parler de toute la finance non bancaire, puisque taxonomie et SFDR s'adressent d'abord à l'ensemble des investissements, en particulier non bancaires. Mais on doit bien sûr évoquer aussi, par exemple, dans le monde bancaire, la manière dont la régulation bancaire intègre de façon de plus en plus puissante, elle aussi, ces questions d'objectifs de développement durable, avec la même approche radicale, verte ou noire, acceptée ou refusée, avec évidemment les contraintes classiques de la régulation bancaire, qui sont des contraintes extrêmement fortes et extrêmement, on va dire, à force de conviction très très forte, c'est-à-dire en disant, si vous êtes non finançable, vous devez mettre des montants de fonds propres gigantesques en face pour légitimer en quelque sorte une démarche qui n'est pas cautionnée. Et donc là, évidemment, ce sont des contraintes tellement importantes que très rapidement, on dit c'est quelque chose d'impossible et qu'il faut absolument corriger. On peut continuer d'ailleurs du point de vue de la réglementation ou on va dire de la pression qui est faite sur l'ensemble, je dirais, de la sphère économique, avec des approches un peu similaires qu'on voit arriver. La taxonomie est un terme qui existe en Chine. On est en train de voir apparaître une taxonomie chinoise de la même façon. Nous avons les mêmes démarches aux États-Unis, avec néanmoins peut-être moins de radicalité que ce que l'on peut voir en Europe. Peut-être juste au passage, et pour, je dirais, faire un pont avec aussi ce que vous avez évoqué, l'un des points majeurs de la taxonomie européenne, c'est qu'elle s'adresse à tout le financement, 300 000 milliards. Ça veut dire évidemment qu'elle intègre non seulement les dettes, qui a pendant longtemps été ce qu'on appelait la finance verte, c'est-à-dire les green bonds, mais aussi les fonds propres. C'est-à-dire c'est maintenant le projet qui est vert, ce n'est plus le financement. Le financement est le moyen, mais c'est le projet qui est vert. C'est le projet qui est développement durable. Alors, lorsque maintenant on peut parler de la finance d'impact, je crois qu'évidemment il faut dire à quel point aussi les derniers événements terribles de notre continent sont en train de renforcer encore cet aspect de finance d'impact. Tu n'as pas dit Isabelle, mais ici à l'IA de Paris, j'ai créé et je dirige une chaire que préside Éric Lamarck, qui s'appelle Finagri. Oui, tout à fait. Finagri, donc financement de l'agriculture. Nous avons créé au sein de Finagri en 2021 une association ayant pour but de labelliser l'investissement. Nous sommes en train de lancer un projet pour lancer et proposer au marché financier des certificats autour du capital naturel qui va pouvoir aujourd'hui, avec d'ailleurs entre parenthèses immédiatement des accueils extraordinaires de l'ensemble des financiers auxquels nous nous adressons. Donc on est avec un certain nombre d'éléments, d'initiatives qui peuvent être prises là de ce point de vue. Mais lorsque vous êtes aujourd'hui sur l'agriculture, tout d'un coup, vous êtes confronté à ce que signifie la guerre, ce que signifient aussi, entre parenthèses, les mauvaises récoltes chinoises de cette année, c'est-à-dire un risque absolument insensé de famine à très grande échelle,
au XXIe siècle, en 2022, sur une énorme partie du monde. C'est-à-dire, nous voyons à quel point, lorsque nous sommes en train de proposer un nouveau modèle, ce modèle ne peut être un modèle de régression, ça doit être un modèle où, normalement, la question première de la famine, on pourrait dire, c'est l'ODD numéro 1, c'est-à-dire la question de la pauvreté. Donc, lorsqu'on est en train de parler des impacts, c'est ce premier ODD, à la limite, qui peut être considéré comme l'élément d'impact absolument déterminant. Donc, cette régression à laquelle nous assistons, et du point de vue du mode de fonctionnement européen et des conséquences que cela risque d'avoir à l'échelle mondiale, est une régression qui nous ramène encore plus sur la question de l'impact. Alors peut-être maintenant très vite sur cette problématique des impacts et ce que cela signifie. À partir du moment où nous changeons de modèle, ça veut dire en effet que nous changeons la représentation de valeur. Nous changeons la représentation de valeur économique. C'est bien ce qui est en train de se produire et c'est bien ce qui est contenu à l'intérieur de toutes les réglementations que j'ai évoquées tout à l'heure. Cela veut dire effectivement que le calcul de notre PIB aujourd'hui n'est pas bon, que nous avons probablement des éléments de PIB qui devraient être beaucoup plus importants et valorisés en monnaie, alors que d'autres qui sont valorisés en monnaie devraient disparaître. C'est ce que nous voyons apparaître dans la finance avec l'ensemble de ce que l'on appelle les informations extra-financières. Nous sommes exactement dans ce moment de changement des mondes, où en réalité, aujourd'hui, et tous ceux qui sont autour de la table le savent bien, les informations extra-financières sont peut-être les plus importantes, les plus auditées, les plus compliquées à gérer du point de vue des grands groupes mondiaux aujourd'hui. Ces informations extra-financières, eh bien, elles parlent d'impact. Elles parlent de ces éléments. L'impact, c'est quoi lorsqu'on le définit? Eh bien, c'est justement ce qui n'est pas monétaire, ce qui n'est pas encore monétaire. Parce qu'effectivement, qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui? On voit qu'à partir du moment où la réglementation vous pousse vers des éléments à impact, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, la rentabilité, la performance de vos investissements va être mesurée différemment. De plus en plus, la mesure d'un investissement, la mesure d'un portefeuille bancaire, pour reprendre des termes utilisés lorsqu'on va analyser les comptes d'une banque, va être regardée non plus en fonction d'abord de sa performance financière, mais en fonction de l'impact qui peut être mis en avant, c'est-à-dire des informations extra-financières et, je dirais, de l'engagement qui est pris par la structure financière pour contribuer au développement durable, au changement de modèle. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons comprendre à quel point nous sommes dans ce changement d'époque en termes de finances, à quel point cela modifie complètement le paysage auquel nous nous étions accoutumés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, aujourd'hui, ce qui devient primordial dans les investissements, c'est l'étude du bilan. C'est l'étude du portefeuille en travaillant sur ce portefeuille à partir des éléments extra-financiers et des éléments d'impact. Ça veut dire évidemment que lorsque nous étions focalisés sur une logique, on va dire, de PNL, c'est-à-dire regarder le compte de résultat et les charges et regarder quelle est la performance je dirais, du point de vue de l'activité, nous sommes aujourd'hui dans une alternative de plus en plus forte en disant le PNL au fond est moins important et il est encore moins à partir du moment où la monnaie créée, je dirais, depuis de nombreuses années, et en particulier depuis Covid, est tellement abondante que finalement la liquidité, on s'en rend compte, a un sens de plus en plus faible. Et d'ailleurs, au cas où on n'aurait pas compris, nous rentrons dans une période d'inflation où en réalité, cela signifie quoi? Cela signifie que la performance monétaire est de plus en plus aléatoire, mais qui signifie évidemment en contrepartie que l'autre performance, la performance assise sur de l'impact, devient absolument primordiale. Comprenez bien ce que cela signifie en termes financiers. Cela signifie donc que le bilan, la notion d'immatériel, d'incorporel dans le bilan, devient l'élément primordial de la performance. Et pourquoi s'étonner que, par exemple, dans le projet que nous menons avec la chaire Finagri, nous ayons un intérêt tout particulier du Nasdaq? Le Nasdaq américain, vous voyez, tout d'un coup, on revient sur des choses très concrètes. Le Nasdaq américain a pris des positions très fortes, enfin des positions, il a acheté des parts très importantes de tous les marchés du nord de l'Europe. Et il pousse en ce moment énormément sur les questions d'impact en termes de performance pour l'investissement. Et en termes, évidemment, on va y revenir, d'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Nasdaq, qui est typiquement le marché, je le rappelle, qui est le marché mondial le plus important, à égalité, voire parfois supérieur avec celui du New York Stock Exchange, cela signifie que le Nasdaq, spécialiste dans le bilan, typiquement, dans le Nasdaq, c'est des entreprises qui sont cotées alors qu'elles font des pertes.
qui ont des valeurs gigantesques, qui pendant longtemps ont interpellé la finance. Comment on peut valoriser de cette façon une entreprise qui perd de l'argent? Et on se rend compte quelques années après que effectivement la valeur était justifiée. Parce que peu à peu, quand vous avez une extraordinaire valeur incorporelle, ça finit par se traduire dans le PNL. Ça finit par se traduire dans la performance financière. Eh bien, c'est exactement ce que pressent le Nasdaq du point de vue du changement de modèle. En disant, nous sommes dans le modèle Nasdaq au niveau mondial, et nous, évidemment, Européens, nous devons être interpellés par cela. Alors, cela veut dire quoi si on poursuit? Ça veut dire que cette notion de finance, d'impact qui devient primordiale, d'incorporel, qui devient le vecteur majeur de la valeur, d'éléments extra-financiers qui sont les éléments les plus importants pour comprendre la performance de l'entreprise, la performance des financiers. Ça veut dire qu'il faut vérifier sans arrêt cette logique d'impact. Donc il y a cette question de labellisation, de qualité scientifique, au cœur d'ailleurs de SFDR. Donc quelque chose qui est absolument capital de ce point de vue. Et puis nous avons aussi évidemment la perspective qui va arriver extrêmement vite, c'est le fait que lorsque nous avons de l'impact positif, peu à peu, il va se traduire dans le PNL. Exactement ce que nous évoquions du point de vue, du point de vue du Nasdaq, c'est-à-dire que le fait de ne pas avoir de l'impact va occasionner de la perte, le fait d'avoir de l'impact va occasionner du bénéfice. Et là, peu à peu, nous aurons bien progressivement la migration de la monnaie, et c'est ce qui est en train de commencer à se produire par la finance, migration de la représentation monétaire vers le nouveau modèle économique qui doit être le nôtre demain. Je pense véritablement que lorsqu'on est en train d'observer ce qui se passe du point de vue financier, du point de vue financier européen, on peut redonner confiance à nos jeunes en leur disant « ça va tellement vite » que nous pouvons espérer effectivement un changement de modèle ultra rapide. Voilà Isabelle, j'étais peut-être un peu long, mais j'étais en charge de cette introduction. J'espère que j'ai à peu près résumé les problématiques sur lesquelles nous fonctionnons. Merci beaucoup. Dans le nouveau modèle, on n'applaudit plus. Hein. Ça consomme un peu d'énergie, mais vous mettez cœur sur Twitter, ça suffit. Philippe, tu es sensationnel. Alors, après nous avoir brossé ce tableau sans doute optimiste finalement qui conduit la finance à devoir, mais surtout à prendre la mesure de cet impact et des bénéfices et de la création de valeur, de richesse qu'elle peut en retirer, je vais m'adresser à Madame Hélène Valade pour savoir si cette présentation faite par Philippe Dessertine, cette vision développée dans votre pratique des affaires, vous trouvez finalement matière à trouver des synergies, en tout cas des points de convergence avec vos pratiques des affaires sur ce nouveau modèle de croissance qui ne soit pas uniquement fondé sur la dimension financière, mais qui intègre en même temps cette double dimension à la fois environnementale et sociale. Merci beaucoup. Alors évidemment, ce modèle-là n'est pas aussi nouveau que cela. Et moi, je suis évidemment en adhésion totale avec ce que vous décrivez de manière en plus extrêmement claire. Ce qui est important dans le sujet du développement durable où la complexité est telle qu'être capable d'en donner une narration positive est magnifique et très très utile. Derrière, il y a en effet 20 ans, si je pars de la loi NRE jusqu'à la loi Pacte, qui ont permis de jeter les soubassements de ce qui pourra peut-être être possible à partir de maintenant et incarner la trajectoire que vous fixez. Et je le dis d'autant plus que, et c'est souvent les mouvements dans les révolutions, dans les grandes transformations, que voilà, les choses ont été sous-préparées pendant de longues années, et puis à un moment, il y a des déclencheurs qui font que ça arrive. Donc en effet, loi NRE en 2001, loi Pacte, avec derrière, et l'ORS comme d'autres organisations ont beaucoup œuvré pour, au fond, doter les entreprises des moyens de transformer le modèle dont vous parlez, en plaidant et en mettant sur la table un modèle d'une performance globale de l'entreprise qui essaye de faire un lien, en effet, entre performance financière et performance extra-financière. Et je pense qu'on reviendra dans cette table ronde de manière assez détaillée sur tous les éléments qui composent cela. J'ai tout de même envie de réagir, puisque vous m'y invitez, aux propos que vous avez eus sur l'impact de la finance. Avant de parler de la finance d'impact, l'impact de la finance comme, en effet, un enjeu
est un levier primordial dans la nécessité au fond, de faire émerger cette croissance neuve qui prend en compte l'impact environnemental et sociétal. Elle n'est pas la seule. Et je veux beaucoup insister sur le fait qu'on est probablement face à une mosaïque de leviers et la difficulté, c'est de les faire bouger tous en même temps. À la fois l'État, parce qu'on parle d'intentionnalité dans la finance à impact, on pourrait parler de conditionnalité dans la manière dont l'État accorde des subventions, lève la fiscalité, etc. Cette notion d'impact, elle devrait aussi pénétrer la sphère publique, la sphère évidemment économique et financière, et puis le grand public. C'est-à-dire que la dimension d'évolution des comportements dans tout ce qu'on se dit là, elle est, à mon sens, elle est majeure. Et je ne crois pas, moi, à quelque chose qui va tomber du ciel et qui va créer cette transformation dont on parle. Je suis fascinée par ce qui est en train de se passer à l'intérieur des entreprises portées par la jeune génération. C'est-à-dire la génération native du développement durable, si je puis dire. C'est-à-dire qui arrive dans nos entreprises avec une façon de penser assez proche que celle que vous avez décrite et du coup des réflexes, des attentes, des manières de produire qui sont littéralement différentes de ce que nous avons pu vivre au fond jusqu'à maintenant. Un exemple, un des grands patrons d'une Big Four me racontait il y a 2 jours une histoire qui m'a vraiment marquée, que pour récompenser l'ensemble des salariés de la Big Four en question, que je ne nommerai pas, des efforts fournis pendant ces 2 années qu'on vient de vivre, qui est assez compliqué, a décidé d'offrir à l'ensemble de ses salariés la dernière innovation des smartphones. Bon, voilà, le dernier cri, le truc, voilà. Eh bien, rejet de la part de l'ensemble des collaborateurs de ce smartphone dernier cri. Donc on a là, enfin c'est très anecdotique, mais en même temps je trouve que c'est très très symbolique d'une génération qui se comporte très très différemment. Et donc cette capacité à construire des passerelles entre ces balbutiements de la finance d'impact si intéressant, et on y reviendra tout à l'heure, cette nécessité ancrée tout de même dans les entreprises de plaider pour un modèle de développement différent, et notamment autour de l'économie circulaire. Et puis, les changements de comportement, moi, me semblent absolument fondamentaux. Donc, voilà, le pilier le plus fort, il est probablement chez les gens. Je voudrais aussi faire une autre remarque par rapport à tout cela. Je pense qu'au fond, ce que vous proposez va un cran plus loin, en effet, de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on s'est posé la question du comment produire mieux. Comment produire mieux dans toutes nos entreprises, quels que soient les secteurs d'activité, comment produire mieux en ayant pour le coup moins d'impact sur l'environnement, sur les émissions de CO2, sur la biodiversité, en étant plus inclusif. Et là, au fond, vous nous incitez à se poser la question du pourquoi produit-on ? C'est un peu la question de Total, que Total ne formule pas de cette manière-là, mais qui est quand même celle-là. Est-ce que le pétrole est la chose qu'il faut que je produise ? Donc, pourquoi je produirais ça ? Et là, du coup, le transfert sur d'autres types d'énergie, et notamment l'énergie renouvelable, etc. Ce qui pose la question de l'offre par rapport à une demande. On a appris ça dans tous les manuels d'économie, que l'offre façonnait la demande. Donc là, on souhaite avoir cette transformation dans le sens qui vient d'être décrit. Donc l'offre doit façonner la demande de manière extrêmement différente. Et j'attire donc juste votre attention sur un autre sujet qui, moi, me semble aussi un des leviers extrêmement forts pour faire cette bascule, c'est la publicité. La publicité, la conférence citoyenne a abordé cela de manière très courageuse. La loi sur climat et résilience commence à introduire un certain nombre de choses. Au fond, comment la publicité peut favoriser, aider le changement des comportements, peut déconstruire des stéréotypes. On l'a bien vu dans les pubs sur la voiture, par exemple. Il n'y a plus uniquement des pubs avec un seul conducteur dans la voiture.
les publicités sur la voiture donnent à lire, quand elles ne sont pas sur l'énergie électrique, des comportements d'utilisation de la voiture complètement différents. C'est-à-dire covoiturage, plusieurs personnes dans la voiture, puisqu'on sait bien que quand il y a plusieurs personnes, il y a des émissions de CO2 en moins. Et donc, voilà, c'est aussi ça qui occupe nos entreprises en ce moment, que d'aller vers ce qui peut au fond façonner la demande et donc avoir des impacts sur les comportements dans ce sens de la transformation. Voilà, donc moi je pense qu'on est à la croisée de différents types de leviers, que la finance en est un, et malheureusement la campagne présidentielle n'a pas permis de faire en sorte que nos sujets soient portés dans les débats politiques. Quand on songe à ce que... rien n'a été dit là-dessus, hein, alors que c'est quand même ce moment-là qui va préparer tout ce que vous dites là. Hein. Bon. Donc c'est une mosaïque et il faut que toutes les forces soient réunies pour que ça marche, quoi. Voilà, Marie, pardon, j'ai été un peu longue peut-être. Non, vous êtes parfaite également, Hélène, et on vous remercie. Ouais. Il y a encore une demande d'applaudissements. Je pense qu'il y a du travail sur l'offre. Alors nous progressons. Nous avons esquissé le tableau de cette finance dans ce monde confronté à des turbulences, parfois très graves, avec de nouveau une guerre très proche aux frontières de l'Europe. Nous avons trouvé le sens, puisque l'impact tel que Hélène Valade nous le dépeint, c'est une idée de savoir pour quels objectifs, quelles conditions. Également engager la publicité, et nous verrons que la publicité trompeuse parfois peut conduire à des contentieux juridiques qui laissent loin, indifférents les entreprises non financières par rapport à ces éléments. Et je vais m'adresser tout d'abord aux entreprises financières pour savoir si cette mesure d'impact, sa mise en œuvre, sa promotion, comme le souhaite la nouvelle étape pour une finance verte et durable de la déclaration de la place financière de Paris, représente également pour vous une dimension importante et comment elle se conjugue avec vos missions. Donc, je vais céder la parole à Gilles Vermaudet-Roche pour qu'il nous parle. Alors, c'est pas trop la finance. C'est pas trop la finance. C'est soit Tanguy, soit Tanguy, soit. Écoutez, Nathalie. Allez. Merci beaucoup. Bon, je suis vraiment ravie de participer à ce débat. Il y a encore 15 ans, lorsque j'étais assistante parlementaire au Parlement européen, quand on parlait de compter la valeur autrement, compter le PIB autrement, quand on parlait de finances patientes, on était soit taxé de dangereux gauchistes, soit de doux rêveurs. Mais il y a encore même 3 ans, lorsque j'étais... conseillère chargée des affaires européennes au cabinet du ministre de la Transition écologique, nous n'imaginions pas qu'on parlerait aujourd'hui de comptabilité extra-financière. On commençait tout juste à parler de la taxonomie, mais nous n'imaginions pas que ça deviendrait un référentiel. Et voilà, nous y sommes là. Philippe Dessertine l'a décrit. D'où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire... en tant que directrice du développement durable du groupe Caisse des dépôts, je constate en effet que dans les entreprises françaises, dans les entreprises européennes du CAC 40, il y a cette réflexion de fond sur la façon dont on crée de la valeur non seulement financière, mais aussi en matière d'impact environnemental et social. Il y a une prise de conscience chez certains acteurs, pas tous, que l'impact négatif sur ces enjeux implique un risque et qu'il a donc des implications en matière économique et financière et que donc les deux, rentabilité économique et impact ESG, sont liés. Mais nous y reviendrons dans la discussion, j'imagine. Mais on n'y est pas encore. Enfin, je voudrais quand même nuancer un petit peu ce qui est en train de se passer. Il y a un mouvement de fond, mais dans le monde de la finance, on constate toujours que pour investir, enfin, un grand nombre d'entreprises et d'acteurs financiers cherchent encore des retours sur investissement à 2 chiffres, ce qui les éloigne quand même de l'investissement dans les secteurs prioritaires de la transformation écologique et de la cohésion sociale.
que la rentabilité, certes, est là, mais qu'elle n'est pas toujours distribuée vers les salariés et que ça pose des enjeux aussi d'inégalité. Et donc, le mouvement est en marche, mais on est encore loin vraiment d'être dans un capitalisme qui se développe dans les limites planétaires. Et je voudrais vraiment insister sur cette notion. C'est l'enjeu auquel nous sommes confrontés. Philippe Dessertine l'a rappelé. Rapport du GIEC après rapport du GIEC, nous nous rapprochons du budget carbone qui nous permet d'être sur un scénario de limitation à 1,5 degré du changement climatique. Il nous reste jusqu'à 2040 pour éviter la catastrophe, mais nous fonçons dans le mur et les conséquences du dérèglement climatique sont déjà très tangibles. Et sur la biodiversité, c'est encore pire. Pardon de rappeler ça parce que ça donne pas le moral, mais les limites planétaires en matière de biodiversité sont déjà dépassées. Nous sommes sur la 6e extinction. Gilles en parlera peut-être, mais voilà, nous sommes face à ces enjeux et donc, sans même parler de décroissance, continuer à organiser un développement économique qui dépasse les limites planétaires, ça n'est plus possible. Et d'ailleurs, un certain nombre d'entreprises, LVMH, Kering, d'autres, Schneider, etc., l'ont compris. Elles ne peuvent plus scier la branche sur laquelle elles sont assises, c'est-à-dire produire des biens qui épuisent les ressources, puisque demain, si ces ressources n'existent plus, leur business n'existe plus. Donc, en fait, l'équation est finalement assez simple et non idéologique. Continuer à se développer économiquement dans un monde dont les limites sont quasiment finies, ça n'est plus possible, donc il faut chercher la valeur ailleurs. Alors, à la Caisse des dépôts, institution financière publique au service des politiques publiques, évidemment, tout ça est un petit peu dans notre ADN. Le groupe Caisse des dépôts, bien sûr, c'est un groupe qui gère l'épargne des Français, le livret A, le LDDS, qui gère les retraites des fonctionnaires, etc., et qu'il investit dans des projets d'intérêt général, soit de logement social, soit de transformation écologique. Et d'ailleurs, c'est désormais dans notre raison d'être. Nous cherchons à accélérer la transformation écologique du pays et améliorer la vie de toutes et tous. C'est un projet très, très ambitieux, mais c'est bien comme ça qu'en tant qu'acteur financier, et puis au sein du groupe, nous avons aussi BPI France, Transdev, CDC Biodiversité, le groupe La Poste, donc des entreprises du secteur de l'intérêt général. C'est l'ambition que nous nous fixons et c'est sur ces sujets-là que nous cherchons à créer de la valeur. Et d'ailleurs, notre charte d'investissement responsable ne dit pas autre chose puisque nous cherchons à créer une valeur plurielle à long terme. Donc voilà, un investisseur, une institution financière peut chercher justement à avoir un équilibre entre valeurs financières, parce que en fait, pour avoir de l'impact social et environnemental, bien sûr, il faut créer de la rentabilité, et personne ne dit le contraire. Mais nous cherchons aussi à l'articuler avec la valeur immatérielle et la valeur sociétale. Et beaucoup d'investisseurs maintenant sont dans cette démarche, pas seulement parce que la réglementation nous y oblige, pas seulement parce que la taxonomie européenne est en place, et j'y reviendrai peut-être dans la suite du débat. Ça n'est pas encore le driver qui permet de réorienter massivement les financements vers une économie bas carbone et soutenable, mais c'est un levier puissant. Mais aussi parce que tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, nous nous rendons bien compte que les externalités négatives en matière environnementale, émissions de CO2, mais aussi en matière de biodiversité et en matière sociale, je vous renvoie à l'affaire des EHPAD, ont un impact négatif sur la réputation des entreprises, mais aussi sur leurs valeurs. Et donc, les investisseurs responsables ont intégré ces enjeux dans l'analyse qu'ils font de la valeur des entreprises qu'ils ont en portefeuille. Nous ne regardons plus que la rentabilité financière des entreprises, mais aussi, en effet, leur impact ESG. Et je reviendrai sur les méthodologies que nous utilisons, si vous le souhaitez.
Mais aujourd'hui, nous, Caisse des dépôts, lorsque nous gérons nos portefeuilles d'actions, eh bien, nous regardons, avant de faire entrer une entreprise en portefeuille, quels sont ses impacts ESG, s'il y a des controverses en matière de droits de l'homme, de pollution, etc. Et s'il y en a, si ces impacts sont négatifs, nous dégradons la valeur de ces entreprises. Et c'est intégré donc dans notre façon de suivre leurs valeurs. La prochaine frontière de ce point de vue-là, ce serait d'intégrer ces éléments dans la mesure du risque. Et la réglementation européenne va nous y inciter aussi. Mais on voit bien là qu'il y a vraiment un enjeu en fait, d'articulation entre rentabilité et impact extra-financier. On pourrait se demander si les deux sont compatibles. Pendant longtemps, on a imaginé que investir dans le domaine, et on s'est rendu compte qu'investir dans le domaine des énergies renouvelables, ça représentait un certain risque. Ça ne permettait pas d'arriver au taux de retour sur investissement à 2 chiffres que j'évoquais tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Et surtout, aujourd'hui, rentabilité et impact extra-financiers vont de pair. Nous le constatons sur nos portefeuilles, puisque eh bien, nous nous apercevons que nos portefeuilles d'investissement se décarbonent depuis entre 2014 et 2020 de plus de 40%. Et nous constatons en même temps que ce sont des portefeuilles dont la valeur financière s'est améliorée. Et donc, les deux peuvent aller de pair. Et donc, je reviendrai plus tard, si vous le souhaitez, sur donc, la façon dont on peut mesurer ces impacts extra-financiers et comment on peut mieux articuler rentabilité et impact. Merci beaucoup, Madame Layani. Alors, nous progressons également. Oui, vous avez développé, pour progresser sur le sujet, 2 points importants. D'une part, sur le pilier de l'intentionnalité, vous nous avez parlé de votre charte dans votre entreprise et effectivement de l'éthique, des valeurs que vous mettiez derrière, qui n'était pas uniquement de créer de la valeur pour la valeur, de faire de la finance rentable, mais également de s'engager sur le très long terme, au risque, peut-être pour l'entreprise ou pour les investisseurs, de ne pas voir à court terme un retour sur investissement. Et vous avez parlé effectivement de cette mesure de l'impact. C'est sans doute le plus compliqué aujourd'hui pour parler de la qualité de l'information extra-financière et de ces projets et de ces réflexions au niveau européen sur comment mesurer l'impact, d'ailleurs qu'il soit négatif ou positif, que peuvent avoir justement toutes ces activités économiques et qui posent la question de cet engagement très fort de l'Union européenne sur le principe le concept de double matérialité. C'est-à-dire qu'il faut que d'un côté, l'entreprise s'engage avec des engagements financiers, donc sur une prescription durable, avec des indicateurs de durabilité, enfin sur le développement durable, et d'autre part, qu'elle mesure l'impact de ces décisions sur sa propre activité. Et ça, aucun autre pays, vous l'avez dit, notamment les États-Unis sont assez surpris par cet engagement extrêmement fort, ne sont allés aussi loin. Et ma question, du coup, pour Tanguy Claquin, c'est, on parle beaucoup de ces obligations de prêt impact, mais ces engagements, parce qu'on parle de l'intentionnalité, est-ce que vous pensez que vous aurez, au-delà des obligations de moyens, de ce droit souple, de ces engagements qui n'engagent finalement comme un peu des promesses que ceux qui y croient, est-ce que vous pensez réellement qu'à travers l'investissement dans votre métier, vos missions, vous arriverez vers des obligations, je ne dis pas de résultats au sens juridique du terme, mais quelque chose de tellement plus fort que ce basculement ne sera plus simplement une intention, pas simplement un choix de valeur, mais une nécessité traduite d'un point de vue opérationnel. Merci beaucoup de la question. Donc, j'ai essayé de prendre des notes pour réagir à ce que disait Philippe Dessertine. Puis après, je me suis dit que j'allais réagir à ce que disait Madame Layani et Madame Lavalade. Et puis là, vous avez une question supplémentaire. Donc, je vais essayer de refaire un petit package de tout ça. De fait, donc le sujet, c'était l'impact. Ce qu'on appelait l'impact investment, il y a 10 ans, c'était des opérations qui avaient un couple de risque-rendement différent des opérations traditionnelles. Grosso modo, les investisseurs étaient prêts à prendre plus de risques pour avoir une contribution sociale ou environnementale. Gilles Vermaudet-Roche et moi, on s'est rencontrés
à une occasion d'un impact investment que mettait en place d'ailleurs Schneider Electric, un fonds d'investissement qui investissait en Afrique subsaharienne pour l'électrification rurale, où Schneider investissait clairement avec une espérance de rendement inférieure à ce que Schneider pourrait mettre dans des opérations traditionnelles pour avoir un impact sur le terrain. Ce terme d'impact est en train d'avoir une autre signification aujourd'hui, c'est un peu le mot à la mode aujourd'hui pour décrire ce qu'on appelait avant ESG ou investissement ESG, et ce qu'on appelait encore avant investissement responsable, deux termes qui ne sont plus du tout à la mode. Et donc je pense que impact se passera de mode aussi à un moment. D'abord parce qu'à un moment de guerre, je trouve ça bizarre de parler d'impact, mais je trouve que finalement, ce n'est qu'un résumé de ce qu'on fait qui est sans doute un petit peu limitatif. Cela dit, comme il est à la mode, je vais le reprendre et expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire effectivement que quand on fait un investissement, on mesure la contribution environnementale ou sociale de ce qu'on fait. Est-ce que ce ne sont que des mots ? Je ne pense pas, c'est la question que vous aviez à l'instant. De fait, sur ce sujet-là, la finance a joué un rôle dans la dernière décennie qui n'est pas tant sur l'accès au financement, parce qu'en fait, on vient de vivre une décennie où le financement était assez facile à mettre en place. L'argent était disponible facilement pour les États et pour les entreprises. Et du coup, la finance, elle a joué un rôle de construction d'une narration, alors c'est de la communication en tout cas, mais aussi à travers cette narration d'indicateurs. C'est-à-dire qu'en mettant en avant des obligations vertes, des prêts verts, etc., on a mis en avant des actifs qu'on définissait verts ou des trajectoires qu'on considérait vertueuses, et on a donc appelé, je dirais, la communauté financière à davantage d'encadrement ou de réglementation pour ça. Donc, en ayant conscience de le faire ou sans avoir conscience de le faire, la finance, elle a créé une demande de la société civile et de la réglementation pour créer des outils dont on a parlé, de comptabilité extra-financière, de taxonomie, de définition de standards, qui permettent d'aller bien plus loin que ce qu'on allait auparavant sur d'abord la définition de ce qui est vert, donc ça c'est la taxonomie, ou la définition de ce qui est ambitieux. On a aujourd'hui de plus en plus d'entreprises, de fournisseurs de services qui nous aident à calibrer à quel point on est suffisamment ambitieux par rapport à des trajectoires de décarbonation, ce qui n'existait pas dans le passé. Donc en fait, la finance, dans un moment où ce financement était relativement facile, a appelé finalement, encore une fois volontairement ou non volontairement, à la création d'un cadre normatif qui permet d'abord sur des meilleures pratiques, mais ensuite réglementaires, qui permet d'aller un petit peu plus loin sur la quantification des contributions sociales et environnementales, donc de l'impact qu'ont les investissements que nous pouvons faire. Alors évidemment, ça ne se fait pas sans heurts, et donc comme le disait Philippe Dessertine, il y a des gens qui ne sont pas très contents de cette taxonomie, qui trouvent qu'on va trop vite, qu'il faut ralentir, qui trouvent que leur activité devrait être dans la taxonomie. Et donc ça, c'est une difficulté, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on définit une frontière et qu'au-delà de cette frontière, on risque d'avoir moins de financement, tout le monde veut passer cette frontière, c'est normal. Et donc on peut se poser la question de telle ou telle industrie, l'armement par exemple, la défense, et donc effectivement ça crée des difficultés. Il y a un risque autour de ça, c'est-à-dire qu'effectivement, que tout le monde veuille qualifier, que tout le monde veuille être durable, c'est un petit peu le risque que j'appellerais des ODD, c'est-à-dire qu'on a par exemple sur les ODD, dont on a brièvement parlé tout à l'heure, les objectifs de développement durable, énormément de dimensions qui sont finalement des sortes de mesures d'impact et où finalement chaque entreprise peut assez aisément se positionner. Tout le monde a plus ou moins une contribution à des ODD positives, si on ne regarde pas les positions négatives. Donc il faut, je pense néanmoins, je suis plutôt favorable à ce qu'elle soit suffisamment stricte, cette taxonomie, sur un certain nombre de sujets, et qu'on n'ait pas une approche d'exclusion basée sur cette taxonomie-là, mais plutôt une approche de trajectoire. C'est-à-dire que s'il fallait exclure, pour prendre un exemple, Crédit Agricole, on a décidé d'exclure le charbon, c'est-à-dire qu'on ne finance plus un seul projet charbon depuis quelques années déjà. C'est des financements directs. Ensuite, on a des financements indirects, on a des clients qui ont du charbon et qui en ont plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui le développent. Alors ceux-là, on essaye de les exclure aussi. Il y en a qui en ont beaucoup. On dit qu'ils ne veulent pas le réduire. Puis il y en a qui en ont un peu. Puis il y en a qui en reste un tout petit peu. Et puis il y en a dont le gouvernement dit, en fait, finalement, vous allez quand même prolonger la durée de vie de cet actif charbon. Et donc, on est sur une situation qui est très variée selon les situations des pays, des gouvernements. Et donc là-dessus, je préfère qu'on ait une taxonomie qui soit stricte et qui dise non, ça c'est effectivement marron, mais qu'on continue à accompagner nos clients qui essayent de sortir de cette dépendance. De certaine manière, si on peut aussi répliquer ça au pétrole ou aux énergies renouvelables. On a aussi du coup une trajectoire de sortie
de réduction très importante de notre exposition à l'exploration pétrolière, mais elle est basée sur une trajectoire, c'est-à-dire que nous-mêmes avons une trajectoire. On dit d'ici 5 ans, on aura réduit de 20% notre exposition. On redéploie ce capital pour les énergies vertes, mais c'est un dialogue qu'on a avec nos clients pour dire essayons de sortir de ça pour aller vers ça. Et donc, dans une démarche de transition, c'est un mot effectivement qui aussi a été à la mode et qui l'est moins aujourd'hui, mais qui décrit quand même ce qu'on essaye de faire sur le terrain. D'une certaine manière, s'il fallait exclure tout le pétrole, on serait tous mal partis, parce qu'en fait, on a aujourd'hui une dépendance qui nous impacte tous. Donc, on est plutôt dans une démarche de transition, parce que, bien que Hélène Valade disait, c'est l'offre qui façonne la demande, ce qui est assez juste, je pense, pour LVMH. Dans le domaine de l'énergie, quand on a besoin d'électricité, de fait, c'est un petit peu compliqué. On ne peut pas aujourd'hui se passer d'électricité. Et quand le pays dépend du charbon, c'est quand même toujours l'offre qui façonne la demande. La demande qui façonne l'offre, pardon. Je continue brièvement sur ces sujets-là. Je ne vais pas être trop long, mais deux derniers points. Ça nous amène à cette question des scénarios que j'ai évoqués tout à l'heure. Aujourd'hui, effectivement, on juge de l'impact, mais du coup, on juge aussi de la manière dont une entreprise ou collectivité publique, un État, se met sur une trajectoire de décarbonation, donc a un impact positif croissant, et donc on essaye d'accompagner, nous, par des financements d'actifs, cette trajectoire-là. On voit qu'il y a des débats aujourd'hui dans la société qui ne sont pas toujours bien tranchés sur les trajectoires sur lesquelles on veut se mettre. Et donc ça, on a en France, par exemple, des débats sur la décroissance, parfois, que vous avez brièvement évoqués, qui parfois tournent aussi autour de certains acteurs de la société civile qui s'adressent à nous. On a d'autres engagements, nous, par exemple, d'être sur une trajectoire net zéro à 2050. L'intégralité de la communauté financière quasiment s'est engagée sur cette trajectoire de net zéro à 2050, qui pour le coup est un scénario de croissance. Quand on regarde le scénario de l'Agence internationale de l'énergie à net zéro à 2050, c'est un scénario où on doit investir davantage, quasiment 2 fois plus dans l'énergie que ce qu'on doit faire aujourd'hui, 2 fois plus dans la mine, par exemple, dans les minéraux qui nous permettent de réaliser cette transition vers une économie décarbonée. Et donc, il y a aujourd'hui, malheureusement, je pense, entre les gens qui regardent la manière dont la finance travaille, des vues très différentes sur les scénarios sur lesquels on doit se mettre. C'est pas du tout la même chose d'être dans un scénario qui privilégie à tout prix la sobriété, à tout prix la décroissance, ou qui vraiment essaye de décarboner, enfin d'électrifier, d'appuyer sur l'électricité comme on essaie de le faire dans un trajectoire de net zéro. Et donc je conclurai là-dessus, peut-être sur cette mesure d'impact, et pour aussi rebondir sur ce que disait Philippe Dessertine tout à l'heure, je pense que c'est une étape, qu'on est en train effectivement de développer les outils qui nous permettent de mesurer la contribution environnementale sur le plan climatique, adaptation et atténuation, sur la biodiversité, etc. Un certain nombre d'indicateurs environnementaux, d'indicateurs sociaux qui sont basés sur l'accès à des biens essentiels pour toutes les populations, basés sur l'équité dans la distribution de ces biens, et qu'il y a un moment où on va réussir à agréger ça dans une mesure unique, dont on n'a pas encore le nom, sinon je l'utiliserai, mais qui permettra de réunir à la fois cet impact qu'on vise et l'exigence de rentabilité minimum, pas de rentabilité, mais de rentabilité minimum des investissements, donc d'une utilité économique et sociale. Je pense qu'on en a besoin de manière urgente, parce que si je reprends cette question des scénarios, je pense qu'il y a un enjeu très important pour l'intégralité, pour tous les gens qui travaillent sur ces sujets-là, c'est de réussir à construire un avenir, une trajectoire désirable commune sur cette question de la transition, qui est encore, je trouve, un challenge sur lequel on n'est pas bien aligné, qui réunissent à la fois l'accès aux biens essentiels, l'équité et la cohésion sociale, l'exigence de rentabilité économique et de préservation des ressources. Et là-dessus, l'impact est un terme qui fonctionne, mais je ne pense pas que ce soit le dernier. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage et cette vision finalement très modérée de recherche d'un compromis, parce que finalement c'est le compromis entre tous ces piliers. Vous parliez de trajectoire, donc de transition, finalement, ne pas avoir, quand bien même on prendrait une décision ferme entre le blanc et le noir, et non pas aller vers le gris. Vous posez finalement déjà les prémices de ce troisième pilier dans la finance à impact,
qui est finalement l'additionnalité. Il y a 3 mesures, il y a 3 éléments, effectivement l'intentionnalité, la mesure, qui est très compliquée, mais l'additionnalité, c'est-à-dire le fait, quand on prend une décision, fut-elle un peu rude pour certaines entreprises, de rentrer ou non dans la catégorie des entreprises qui seront financées ou qui ne seront pas financées, il y a les conséquences, donc l'impact négatif finalement que peut avoir cette décision sur les autres entreprises. Or, dans des entreprises non financières, et c'était peut-être pour cela, ou pas simplement, en tous les cas pour excuser peut-être mon lapsus révélateur, je ne sépare pas, et ça mes écrits en témoignent, les informations extra-financières du financier, c'est pour moi une idéologie, et je rejoins ici les travaux de Pierre Barret. Je pense que toute décision a un impact financier, et que c'est illusoire. En tous les cas, nous avons avec Jean-Jacques Puchard ici présent, eu beaucoup de difficultés à classer tous vos très bons papiers et nombreux papiers envoyés pour notre congrès. On n'a plus de papier sur la finance pure opposé à quelque chose d'autre en RSE. On a forcément des synergies, des convergences, en fait des travaux qui montrent bien qu'on ne peut plus rendre ces mondes séparés, qu'il y a une interdépendance. Et sur cette additionnalité, c'est-à-dire le fait qu'on n'a pas le droit de prendre une mesure, par exemple environnementale, qui pourrait avoir un impact complètement négatif sur la partie sociale. Et il me semble que les entreprises non financières, justement, connaissent très bien ces problématiques quand elles prennent une décision. C'est quel est mon risque de ne rien faire, combien ça me coûte de ne rien faire, mais combien ça va me rapporter de m'engager en matière de développement durable et de RSE. Donc je repasse la parole, mais cette fois-ci pour de bon, à Gilles Vermeau-Desroches, entreprise dite non financière, pour témoigner de ce concept d'impact qui n'est pas l'apanage des seules entreprises financières, pour nous dire comment vous l'appréhendez au sein de vos organisations. Bon, merci beaucoup. Alors peut-être que Schneider Electric aurait dû suivre plus les conseils de Tanguy Claquin, puisque si vous allez sur le rapport annuel de Schneider Electric qui est paru cette semaine, l'entreprise se définit comme une entreprise à impact. Il faudra sûrement changer, puisqu'on est déjà has-been après une demi-heure, mais c'est un mot pour le coup qui est utilisé par Schneider pour ceux qui suivent cette entreprise depuis un certain temps, puisque on a un outil de pilotage du progrès chez Schneider Electric, qui d'ailleurs prend en compte à la fois la stratégie, à la fois les enjeux sociaux, environnementaux et de gouvernance, qui s'appelle le Schneider Sustainability Impact, depuis probablement une dizaine d'années, après s'être appelé le baromètre Planète et Société. C'est très intéressant cette discussion, parce qu'on voit, y compris avec les difficultés qui sont posées aujourd'hui et qui vont d'ailleurs dans le détail, ça montre qu'on avance, tout le chemin parcouru dans ces 20 ans, y compris en utilisant des mots différents. Et il est évident qu'il y en aura d'autres après. Mais ce changement de mots montre aussi une manière de progresser dans les concepts, dans la manière d'avancer, d'un certain nombre d'acteurs qui veulent aller plus loin que l'endroit où ils étaient et où les autres finissent par arriver. Je prends un exemple. Aujourd'hui, de fait aussi, Schneider Electric, qui est probablement un peu engagé et reconnu comme tel, a depuis un moment expliqué que l'entreprise serait net zéro émission en 2050, mais maintenant que tout le monde l'est, il va bien falloir dire autre chose pour montrer qu'on est un peu différent que ceux qui suivent et qui utilisent des mots parce qu'ils se sont aperçus que c'était utile de les utiliser. Moi, je ferai mon point en 4 sujets. Alors, je reviendrai sur peut-être sur votre introduction. Je suis assez marqué d'une évolution très récente qui mêle efficacité et sobriété. C'est-à-dire une évolution très récente dans nos sociétés développées, dans lequel, comme toute boîte d'ingénieurs, je suis dans une entreprise très engagée sur, au fond, on va trouver les techniques, les technologies et les comportements pour continuer d'être exactement comme on est, de manière plus efficace, et ça va passer. Et la jeune génération dont parlait Hélène, qui aime mieux l'économie de la fonctionnalité et de l'usage que l'économie de la propriété. Je rappelle que si vous achetez une perceuse, elle va fonctionner en moyenne 12 minutes dans sa vie. Et qu'elle est quand même faite pour fonctionner un peu plus. Et qu'il vaut mieux la louer, l'emprunter, la partager, parce qu'il faut créer une économie de l'usage dans laquelle on est plus regardant sur la matière. Et donc je pense que d'ailleurs, quand on a cette relation internationale dont vous parlez, on peut tout à la fois solliciter ou souhaiter le développement des pays plus pauvres et réduire la manière de consommer ici. On le voit bien. Sur la viande, sur l'usage de la voiture. Je regardais la dernière pub de la voiture et Hélène a raison, qui disait elle est électrique, elle va très bien. Et la dernière phrase, c'est
mais il faut aussi l'utiliser le moins souvent. Honnêtement, quand vous regardez les pubs d'hier dans le désert, calés à des vitesses folles avec, comme il était dit, etc., on voit bien qu'on est dans une logique où nos sociétés, sous l'impulsion des jeunes, très développées, très consommatrices, doivent quand même réduire ça, et d'où l'idée de cette sobriété. Et d'ailleurs, c'est la jeune génération qui est très intéressante, qui est en capacité de mêler et sobriété et efficacité, alors que celle qui, comme moi, a quelques cheveux blancs, était soit de Pierre Rabhi, soit de Jeremy Rifkin, mais jamais les deux en même temps. Et je trouve ça assez intéressant comme une évolution là. Premier point. Deuxième point, c'est très intéressant le sujet de ce matin, dans lequel il faut réfléchir à la relation et à la différence entre standardisation et différenciation. Je prends un exemple sur la taxonomie qui a été longuement discutée. Schneider Electric, vous connaissez ou pas cette entreprise qui est passée de la haute tension à la vente d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable et de réduction des émissions de carbone, dont chez beaucoup de ses partenaires, dont quelques-uns sont ici, qui a été l'entreprise réputée la plus développement durable de l'an dernier, est nulle au regard de la taxonomie européenne. C'est-à-dire qu'on va descendre probablement en dessous de 5 à 10% dans cette taxonomie. Pourquoi ? Parce que celle-ci, elle est faite pour les très grands émetteurs ou les gens très très verts. Et quand vous êtes ni l'un ni l'autre, on ne s'est pas occupé de vous. Et quand je parle de Schneider, je parle de toute l'industrie. Holcim va être 100% dans la taxonomie. Schneider 20%, Saint-Gobain 22%, ST Micro 10%. Et je pourrais prendre toutes les grandes industries. Donc je suis d'accord avec vous, c'est une belle avancée. Enfin, si dans cette avancée, on considère que tout ce qu'est la manufacture et la production de solutions se trouve en dehors de ce qui est vert, je pense qu'elle ne va pas aller très très loin. Et je trouve ça très intéressant, et c'est pour ça que j'insiste sur standardisation ou différenciation. Est-ce que les enjeux d'impact, est-ce que les enjeux de développement durable, est-ce que les enjeux de ESG, c'est nous mettre tous pareils dans un bain d'eau tiède, sous prétexte d'avoir plein d'indicateurs qu'on veut faire les mêmes pour tout le monde et empêcher celui qui les lit d'être intelligent? Ou est-ce qu'il est question de risque, quand Schneider Electric, il y a 20 ans, fait le choix de désengagement d'un certain nombre d'activités pour inventer et investir dans d'autres activités, y compris le pilotage des émissions de carbone, y compris l'efficacité énergétique intelligente du bâtiment, qui arrive seulement maintenant dans la réalité, alors même que pour y arriver, il a fallu 20 ans de recherche. C'est un risque. Et la question de l'impact est une question de risque pour moi, pas une question de standardisation. Et une des inquiétudes du moment, c'est qu'en enfermant, soit avec la méthode américaine, soit avec la méthode française, soit avec la taxonomie, de l'IFRAG, tout ce qu'on veut, tous ces enjeux-là dans un référentiel qui mesure la manière de marcher plutôt que l'endroit où on va, je me demande même si on n'est pas en train de faire reculer l'ambition de l'impact. Alors je le fais volontairement de manière plus polémique que ce que j'ai dans l'esprit, mais si je ne le fais pas comme ça, je ne vais pas essayer de vous embarquer, donc j'essaie de vous embarquer comme ça. Je dis simplement que se dire que cette taxonomie verte fait que les grands acteurs manufacturiers, industriels, vont se retrouver en dehors de ceux qui vont pouvoir dire chez nous c'est 40, 60, 80%, et dont on pourrait dire que la finance réputée verte va aller à cet endroit-là. Donc ça veut dire qu'intellectuellement, si vous suivez mon raisonnement et si vous croyez ou acceptez que Schneider est une entreprise à impact qui fait en sorte, puisque l'entreprise mesure que chaque année, elle fait réduire sur la planète 5 à 10 fois plus d'émissions de carbone que tout ce que son scope 1, 2, 3 émet. Donc au moins sur la question carbone, on voit bien l'impact. C'est-à-dire on pourrait dire que plus de Schneider, c'est une meilleure planète. On pourrait le dire aussi sur des enjeux sociaux, sur la question de la formation, etc. etc. Si des acteurs comme ça, sous prétexte d'aller à l'essentiel, l'essentiel c'est que de fait l'énergie soit produite, on n'est pas producteur, de manière plus verte possible, sont enlevés de la logique telle qu'elle est définie dans des standards, ça pose une question quand même pour les standards. Donc j'interroge sur cette question
standardisation, différenciation. Et je finis par, il y a une raison qui fait qu'il y a une difficulté au milieu de ce chemin qui est important qu'il avance comme ça, mais on voit bien qu'il n'est pas au bout du chemin, et ce que j'explique probablement le fera, ou j'espère le fera un peu évoluer, c'est la question de l'innovation. C'est très difficile de standardiser la vision qu'on a de l'innovation des entreprises. Et pourtant, que ce soit sur des questions sociales, que ce soit sur des questions mondiales, ou que ce soit sur des questions environnementales, si on veut passer les grandes échéances qui sont devant nous, celle du climat, celle de la biodiversité, mais aussi celle des droits de l'homme, mais aussi celle du partage, etc., il est question d'innovation, pas seulement produit, mais aussi d'innovation de manière de consommer. Quand au début je parlais d'économie circulaire ou d'économie de la fonctionnalité à la place de l'économie de l'usage, de la propriété, qui est probablement celle qu'on a aujourd'hui, quand on voit qu'il faut déconstruire nos stéréotypes de la manière d'être ou du bonheur, non, on n'est pas mieux quand on mange plus de viande, non, on n'est pas mieux quand on fait ses vacances à Honolulu, non, on n'est pas mieux quand on a 2 voitures, non, on n'est pas mieux quand on change ses habits tous les 2 jours parce qu'ils ne coûtent pas très cher dans telle ou telle enseigne, ou parce qu'on peut montrer qu'il faut changer d'habit, etc. On voit bien que c'est ces stéréotypes-là qu'il faut changer. Si on les change, on change même l'idée de croissance, puisque globalement, on ne peut pas tout à la fois préférer que les gens, comme les grands artistes du moment, aillent s'habiller dans les ressourceries et penser qu'on va vendre toujours autant d'habits. On ne peut pas vouloir pousser l'écovoiturage et considérer qu'il faut mesurer l'efficacité du pays au nombre de voitures qu'on a vendues dans l'année. Donc on voit bien qu'il y a un truc qu'il faut changer et que l'innovation joue un rôle capital sur le sujet. Elle est difficile à standardiser. Et en même temps, puisqu'on est souvent en train de parler 2050 et que la finance doit préparer 2050, ce qui est très intéressant, comme ici, il n'y a pas que des gens qui ont 20 ans, c'est quand même très intéressant pour chacun d'entre vous, et je vous le mets dans l'esprit, que pour parler de 2050, je vous invite à retourner à 1990. Non. Pour parler de 2050, je vous invite à retourner à 1990 pour une raison très précise. On est juste au milieu de 1990-2050. Vous n'aviez pas d'adresse mail, il n'y avait que très peu d'ordinateurs portables, vous n'aviez pas Internet, vous n'aviez pas de téléphone portable, vous n'aviez pas de smartphone, il n'y avait pas de panneaux photovoltaïques sur les toits, très peu d'éoliennes, il n'y avait pas de photos numériques, il n'y avait pas de numérique, etc. Vous viviez comme moi très bien à cette époque-là, on a un peu oublié comment on travaillait, mais on travaillait quand même. Tout ça pour dire que la société, elle a bien plus changé par ses innovations que par les efforts qu'on avait plus ou moins standardisés, premièrement. Je vais finir là. Malheureusement, je vais dire une phrase qui n'est pas très sympathique pour mes 20 ans d'expérience de directeur développement durable aujourd'hui de la citoyenneté. C'est que quand même, de rapport du GIEC en rapport du GIEC, de réflexion en réflexion, on voit une accélération depuis très peu de temps, et dramatiquement dans cette humanité, cette accélération est liée au Covid, à la crise des matières premières et à la guerre d'Ukraine. C'est cette accélération qui fait enlever de nos têtes que le gaz est l'énergie de la transition, pour se dire on pourrait peut-être aller directement à l'électrique sans investir massivement dans le gaz qu'il faudra désinvestir demain pour l'électrique. Quand la RT 2012 en France, c'est pas vieux, gazifie tous les logements neufs français depuis 2012 à maintenant. Ça veut dire qu'elle prend le choix que tous les logements neufs de ce pays ont du gaz pendant 50 ans. Et donc celui qui invente ça, et qui sait bien que dans 50 ans on sera passé à autre chose, fait le choix, probablement que le monde de l'entreprise n'y est pas pour rien, de faire le gaz. Il faut qu'il y ait les grises d'aujourd'hui pour que la RT 2020 dise bon allez, on va passer à l'électrique. Est-ce qu'on voit bien qu'au final, même s'il va y avoir, ça va tousser un moment parce qu'on n'a pas le nucléaire qu'il faut, parce qu'il faudra peut-être réouvrir du charbon de manière passagère, etc. Mais c'est un peu ce que disait Tanguy Claquin. C'est là qu'il faut aller tangentiellement, quoi. Et je pense que la finance à impact, ou la question de l'impact, c'est pas seulement mesurer si dans la manière d'investir, d'être une entreprise, il y a autant de femmes, autant d'hommes, pas mal de formations, pas d'accidents du travail, on gère bien nos déchets, etc., etc. C'est pourquoi on fait les choses. Et il faut que la finance invente les moyens de mesurer ce pourquoi, cet intérêt pour demain, l'hybridation de la société, des entreprises privées qui
quoique libérales, quoique dans la logique de l'entreprise privée, s'intéressent au bien commun, les autres qui doivent être plus efficaces. Et je pense que là, on aura fait un bon bout de chemin et que le mot impact a un bon bout de temps devant lui. Merci. Alors, merci beaucoup pour cette question et je vais clarifier quand même un élément. Nous n'investissons pas dans les entreprises uniquement au regard de leur notation ESG. Vous avez raison, c'est un élément d'information mais qui a ses limites. En fait, nous faisons notre propre analyse au regard de critères, notamment de dialogue actionnarial avec les entreprises dans lesquelles, au capital desquelles nous sommes. Que nous avons défini nous-mêmes au regard de ce que nous voulons en termes d'impact social, environnemental, etc. Et donc en fait, je pense que la façon la plus efficace d'avoir de l'impact et de sélectionner ces investissements pour qu'eux-mêmes produisent de la valeur environnementale et sociale, c'est d'abord de définir dans sa stratégie un certain nombre d'objectifs non financiers. C'est ce que beaucoup d'entreprises font. Au sein du groupe Caisse des dépôts, on s'est doté de différents objectifs, alors qui pour l'instant sont adossés au référentiel des objectifs du développement durable, mais demain plutôt à CSRD. Et on a besoin quand même de référentiels qui évitent le greenwashing, et ça c'est pour répondre à Gilles. On se fixe des cibles à 5 ans, à 10 ans en matière de nombre de logements sociaux que l'on financera, de montants de financement dans le domaine de la transition écologique, etc. On l'intègre dans notre stratégie et même dans notre programmation financière pluriannuelle. Et donc on embarque toute la stratégie, toute l'activité de notre institution financière vers ces cibles. Donc je pense que c'est important d'abord de mettre ces objectifs de façon transversale dans la stratégie et d'articuler pilotage financier et pilotage extra-financier. Et ensuite, bien sûr, on peut développer des outils de finance à impact. Tanguy les rappelait. Il y a les fonds à impact, mais ça, c'est un tout petit domaine de la finance à impact. Hein. Ça représente finalement des dizaines de milliards d'euros en France, pas beaucoup plus. L'autre façon de faire, c'est bien sûr de développer des outils qui sont donc fléchés vers certaines thématiques et d'accepter de prendre plus de risques pour avoir un impact en matière d'efficacité énergétique, de développement des énergies renouvelables et peut-être un impact financier un petit peu inférieur. Mais c'est aussi se fixer des grilles de cotation quand on analyse un projet dans lequel on va investir. La Banque des territoires, au sein de la Caisse des dépôts, avant d'investir dans un projet local, qu'il s'agisse d'un projet dans le domaine de la santé, du grand âge ou bien dans le domaine de la transformation écologique, regarde quels sont les impacts en matière d'émissions de CO2, d'artificialisation des sols, mais aussi d'emplois créés, etc. Et on s'est fixé une grille d'indicateurs, mais in-house, qui nous permet de piloter à la fois nos impacts financiers et extra-financiers et de sélectionner les projets au regard de ces impacts. Et je finirai juste d'un mot. Pour faire ça de façon rigoureuse et éviter le greenwashing, on a besoin d'un référentiel. Donc la taxonomie a ses limites, Gilles l'a dit, mais ça va quand même nous permettre de définir qu'est-ce qui est soutenable, qu'est-ce qui est très vert, voilà. Et ce qui est intéressant aussi dans la taxonomie, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les do not significant harm, les critères donc d'impact négatif substantiel. Et donc ça va permettre aussi d'encadrer ce que c'est qu'une externalité négative en matière sociale et environnementale. Et donc c'est aussi un puissant levier pour mieux orienter les investissements et arriver, je dirais, à la réorientation des financements vers une économie soutenable. Je pense que c'est la manière dont le sujet a été pris depuis 20 ans qui rend la difficulté dont vous parlez assez importante. La question, avec tous les mots qu'on a utilisés, était plutôt à comment on répond à ces obligations. Et donc, ça ne fait jamais très plaisir. Et rarement la question, comment on saisit ces évolutions du monde, comme les SDG par exemple, les objectifs de développement durable, comme
des zones d'opportunité de différenciation, probablement de risque, puisqu'il n'y a pas d'entreprise sans risque. Si vous faites quelque chose qui n'est pas risqué, d'autres le feront mieux que vous, plus vite que vous, et prendront votre chiffre d'affaires. Et je pense de fait que la parole du capitaine a quand même pas mal d'intérêt sur le sujet. Les deux de Schneider, de Lachman à Tricouart ont été très utiles pour dire saisissons-nous de ce sujet comme un impératif de changer la stratégie de l'entreprise. Alors je ne le fais pas, vous allez me dire que je pourrais tout à fait montrer qu'il y a quand même encore quelques lieux à balayer, certainement, mais on peut dire que chez Schneider, depuis le début, l'ambition était celle-là. Et quand on me dit aujourd'hui, oui, mais c'est facile pour vous, il y a des spécialistes ici, quand on regarde ce qu'était le portefeuille de Schneider il y a 25 ans, je ne sais pas qui aurait pu dire que c'était facile. Les gens disaient, non mais vous ne produisez pas d'énergie, vous ne la vendez pas, circuler, il n'y a rien à voir. C'est un petit industriel qui fait des câbles, pas des câbles, mais des machins, il n'y a rien à voir. L'entreprise a amené tout un savoir-faire d'intelligence pour dire que le digital va piloter l'énergie. Quand il pilotera, de fait, on pourra changer. Ça sera peut-être la demande qui change l'offre, etc. Donc oui, je pense que tant que les comités exécutifs prennent ce sujet comme un mal nécessaire et réglementaire, ils prennent mal le sujet, même si c'est important de standardiser les données, de pouvoir comparer, de pouvoir montrer en quoi on fait. Et pour pouvoir le prendre en compte, c'est justement ce qui est difficilement mesurable, mais le prendre comme une ambition stratégique, parce que tout le monde sait que là où il est aujourd'hui, si c'est très performant, doit changer pour être performant demain. Mieux vaut suivre les tendances qu'essayer de changer en les empêchant d'avancer. Et moi, je vais vous abandonner à ce moment-là. C'est une belle conclusion. Sur cette question, je pense qu'il y a aussi une transition qui est en cours, qui est très personnelle pour le coup. Je pense que les dirigeants des entreprises aujourd'hui ont des enfants chez eux, qui sont ceux dont on parlait tout à l'heure. Et ça fait plusieurs fois dans des décisions en comité de direction chez nous, que des dirigeants le disent d'ailleurs, je ne pourrais pas rentrer à la maison si je ne prends pas cette décision-là. Je ne pourrais pas expliquer ce que j'ai fait. Et ça, je pense que ça fait qu'aujourd'hui, moi, je sens plus de difficultés comme c'était le cas il y a 10 ans sur ces sujets-là. Pour le coup, effectivement, il y a de la contrainte réglementaire comme le dit Gilles, mais il y a aussi assez profondément des convictions qu'il faut avancer vite sur ce sujet-là et qui viennent du fait qu'on a en face de nous, à ce niveau de direction, des gens qui ont plus de militantisme chez eux. C'est sûr. Il y a des exemples d'impact investment, de financement à impact, qui avaient comme objectif principal, alors la réduction de la pauvreté, c'est toujours dans un secteur, dans un contexte, dans un pays, mais la réduction de la pauvreté, on a par exemple une fondation qui fait de la microfinance agricole dans les pays les plus pauvres, qui a un objectif principal de donner accès à du financement et ce faisant à un certain nombre de biens et services dans les pays les plus pauvres du monde. Et les fonds que j'évoquais tout à l'heure, qu'on avait monté avec Gilles pour faire de l'électrification rurale dans les pays les plus pauvres, par définition, l'accès à l'électricité, c'est un moyen de sortir de la pauvreté. Donc oui, bien sûr, il existe sans doute de manière insuffisante, mais ça existe beaucoup dans les financements à impact. Nathalie voulait réagir. Peut-être Philippe, je ne sais pas. Oui, rapidement. Alors évidemment, la question de la lutte contre les fractures sociales et territoriales, c'est dans l'ADN de la Caisse des dépôts, c'est notre mission. Donc vous ne serez pas étonnés de savoir que, en fait, au sein de la Caisse des dépôts, on cherche justement à développer des financements pour réduire les inégalités locales. Alors, soit dans le domaine du logement, parce qu'on finance massivement le logement social, mais aussi abordable, mais également les fractures territoriales, en développant des outils, mais si vous voulez, on pourra en parler plus précisément pour, je dirais, les zones qui sont en retard de développement, y compris en France, donc les quartiers prioritaires de la ville, les zones rurales, etc. etc. Et c'est un peu le métier des banques de développement nationales. Il y en a dans tous les pays de l'Union européenne, il y en a partout dans le monde. Et d'ailleurs, elles se coalisent et elles joignent leurs forces chaque année dans le cadre du forum qui s'appelle Finance in Common, pour voir justement comment elles peuvent mieux orienter leur action vers la réalisation des objectifs du développement durable. Les ODD sont parfois mal utilisés, il y a beaucoup de rainbow washing, etc. Mais ça reste quand même une matrice universelle qui permet quand même d'orienter l'action des États surtout
vers un développement soutenable à horizon 2030. Et donc voilà, cette question de quel type de financement pour vraiment réduire les inégalités, faire de la cohésion sociale et territoriale, c'est un enjeu pour des banques publiques, mais c'est aussi un enjeu d'ingénierie financière. C'est-à-dire qu'on se retrouve souvent confronté à des problématiques qui est est-ce qu'il faut faire plus de subventions pour arriver à réduire vraiment les inégalités et la pauvreté, ou développer des outils qui mélangent finances publiques et privées, ce qui pose des problèmes de déficit budgétaire pour les États et de dette publique. Et donc ça veut dire aussi comment compter autrement la dette publique. Ça, c'est un autre débat. Peut-être que vous nous inviterez pour traiter cette question. Je te laisse un petit mot de la fin et après on remercie. Voilà, d'abord, évidemment, merci beaucoup à tous les participants, merci pour ces questions. Si je vais très vite, il me semble que l'élément un peu sous-jacent de tout ce qu'on a dit, c'est que probablement on va vers un changement d'échelle. Cher Tanguy, j'entendais bien quand vous disiez qu'il y avait tout l'argent qu'on voulait avant. Je vous rappelle, juste puisque vous avez 300 milliards de green bonds tout mouillés en comptant les municipality bonds sur 300 000 milliards, pardon, ça veut dire un millième du financement mondial qui était green. Donc on est dans un changement d'échelle. Par rapport à ce que disait Nathalie, je crois que vraiment l'élément, à mon avis, crucial, parce qu'on l'a bien entendu souvent, on regarde aujourd'hui l'impact du point de vue des pertes. L'élément qui va vraiment changer, c'est quand il va commencer à donner du bénéfice. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, ça change tout. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est à chaque fois en train de dire je n'y vais pas parce que c'est avec de l'impact négatif. Bientôt, on va dire j'y vais parce que c'est de l'impact positif. Quelle que soit la rentabilité, là on revient à la logique Nasdaq que j'évoquais tout à l'heure. Et peut-être si je dois terminer en associant ce qu'évoquait Gilles tout à l'heure sur l'avancée et un peu ce qu'avait dit tout à l'heure Hélène, c'est que je crois qu'il s'est passé quelque chose, moi que j'appelle une tragédie providentielle qui a été Covid, ou plutôt le confinement, qui fait qu'à l'échelle mondiale, la population entière du monde s'est rendue compte que ça voulait dire arrêter le modèle et inventer un modèle différent. Et ce qui s'est passé, ce qui se passe, c'est, je pense que Hélène disait les jeunes générations, mais c'est pas que les jeunes. Je crois qu'un peu partout, on voit maintenant, et ça déconcerte complètement, et d'ailleurs le monde de l'université et le monde du travail, tous les gens sont en train de dire « je voudrais vivre différemment ». Et ça, c'est un véritable tremblement de terre. Je crois qu'on n'a pas mesuré encore, ça fait juste 2 ans, ça fait 2 ans pile qu'on était en confinement, que pour tout le système économique mondial, c'est une interpellation absolument incroyable. Et que là, on voit bien aujourd'hui que les entreprises, comme vous disiez Gilles tout à l'heure, quand on disait on n'imaginait pas il y a 20 ans, il y a 30 ans, je crois qu'on n'imaginait pas il y a 2 ans que ça puisse se produire. C'était le genre d'expérience, on disait c'est de la théorie, tout d'un coup c'est devenu pratique. Et ça veut dire que nous rentrons dans une autre ère. Et cette autre ère, tous et toutes, on doit se dire qu'elle va bouleverser complètement nos références. Et je crois que lorsqu'on parle d'impact, c'est peut-être juste ça. Je te dis toujours l'exemple, c'est que quand on a eu la révolution industrielle et qu'on a essayé de faire comprendre aux gens que les voitures, ça allait remplacer les chevaux, alors on a mis des chevaux pour essayer de symboliser les voitures. C'est un impact, quoi. Une voiture, c'est 1 cheval, c'est 2 chevaux. Alors les gens disent « Ah oui, je vois à peu près. » Puis un jour, on a dit c'est 200 chevaux, c'était fini, ils ne comprenaient plus. Enfin, en tout cas, on était sortis de l'autre modèle, quoi. Là, on est à ce moment-là. On est juste à ce moment-là où ça bascule. C'est passionnant, c'est formidable. Moi, je pense que c'est d'abord quelque chose qui est porteur d'espoir, aussi de grands chamboulements, et donc, on va dire, de grandes interpellations pour tout ce que nous faisons et tout ce qui est le cœur de nos travaux les uns et les autres, que ce soit chercheurs ou industriels ou responsables de banques ou d'activités. Merci beaucoup. Merci.